Bonjour à tous, il est 12h38, 39 minutes, un petit peu en retard, on s'expliquera tout à l'heure là-dessus. On va recevoir aujourd'hui M. Georges Bouidan, qui est conseiller régional en charge des questions culturelles à la région Guadeloupe. Il était tout longtemps attendu, enfin il est là. Sinon, on recevra plus tard Christiane Gann pour parler des métiers d'antan. Mais petite info qu'il faut savoir, une employée de la clinique choisie a été convoquée. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle parlait créole. Ouais, que ça doit être interdit dans cette clinique. C'est tout à fait surprenant. C'est un tract UGTG qu'on vient de recevoir. 18 avril, eh bien, peut-être on saura qui sera le nouveau maire de Morne-à-l'Eau, puisque la réunion du conseil municipal est prévue. Je ne dirais pas que les couteaux sont tirés dans la coulisse, mais enfin, on se prépare sérieusement pour cette nouvelle échéance et la nomination d'un nouveau maire. Je vous rappelle que demain, à 12h30, à partir de 12h30, nous recevrons la présidente du conseil départemental. Je vais parler de Josette Borel de l'Incertain. Vous pouvez déjà réagir sur le Facebook, poser les questions que vous souhaitez à la présidente du conseil départemental. En parlant de Facebook, si vous voulez gagner une invitation pour le concert de Alex Catherine qui aura lieu donc samedi, c'est le moment ou jamais de réagir sur le Facebook de ZCL. Comme vous le voyez, c'est ZCL, non, c'est le Facebook, et c'est comme ça. Sinon, pour l'actualité du jour, nos deux duettistes sont là. Céline, bonjour. Jessie, bonjour. Bonjour Denis. Avec un petit peu de retard, les titres du journal. Alors, au sommaire de ce 14 avril, agression et intimidation en prison sont des phénomènes récurrents. Malgré les nombreux appels à l'aide des surveillants pénitentiaires, les agents se trouvent aujourd'hui dépassés par les événements. Avec les développements des nouvelles technologies de l'information, ces agressions sont désormais visibles de tous. Aujourd'hui, la CCI des îles de Guadeloupe, en partenariat avec la Diète, exposait aux entreprises le nouveau dispositif d'aide à l'embauche mis en place par l'État. Un dispositif qui permet d'aider les dirigeants d'entreprises à embaucher plus facilement. Et enfin, dans le cadre du décrochage scolaire, le collège de Sainte-Anne Eugène ISAP a mis en place un journal écrit par des élèves de 4e et publié chaque mois. Tout à l'heure, le développement de toutes ces informations avec Céline et Jessie. Pour l'heure, on va recevoir, je vous l'ai dit, le ministre de la Culture, de la gouvernance d'Harry Chalus. Il s'agit de Georges Bouidan, qui est un habitué d'ailleurs aux choses culturelles, puisqu'il a été déjà représentant, c'était à l'époque du Conseil général, donc j'allais dire Harry Chalus, je présume, mais Georges Bouidan, la culture, c'est quelque chose que vous maîtrisez bien aujourd'hui quand vous prenez ce poste? Écoutez, il y a quelque chose de très important et suffisamment important pour qu'on s'y intéresse. Et donc, en tant que citoyen et en tant que politique, voilà. Alors, forcément, ce sont des choses qui ne me laissent pas indifférente, puisque effectivement, je pense qu'il faut, dans un pays, avoir une politique culturelle qui a du sens, une politique culturelle audacieuse et donc, voilà, donc il faut bien quelqu'un pour porter cette politique-là. Et c'est vrai que c'est un poste assez spécifique. Qu'est-ce qui va changer par rapport à l'ancienne gouvernance au niveau culturel? Qu'est-ce qui va changer, je ne répondrai pas à la question, je ne me poserai pas la question de cette manière-là. Je dirais plutôt qu'est-ce qu'il faudrait poser comme principe pour une politique culturelle pour la Guadeloupe aujourd'hui. Il est de tradition de dire qu'effectivement tout ce qui s'est fait dans le passé était mauvais et tout ce qui va être fait désormais sera bon. Je ne vais pas tomber dans cette vision un peu manichéenne des choses. Je dirais plutôt qu'il faut essayer justement de donner une lecture aux Guadeloupéens, lui donner une grille de lecture d'une politique culturelle, lui dire quels vont être les fondamentaux de cette politique-là, comment il doit, effectivement, par quel prisme, effectivement, on doit aborder cette politique culturelle, et donc, à partir de cela, comment on va décliner cette politique culturelle. Donc, de mon point de vue, il faut mettre effectivement la création au centre de la politique culturelle d'un pays, parce que les créateurs, ce sont ceux qui au fond, font la culture, ceux qui proposent un imaginaire dans les différents domaines de l'art. C'est eux qui, effectivement, vont, à partir de leur imaginaire, vont proposer des œuvres, des tableaux, de la création artistique à travers donc, des œuvres plastiques, à travers, bien sûr, la littérature, à travers une création théâtrale, à travers des œuvres musicales, à travers également des
poèmes, des romans, bref, c'est tout cela effectivement qui fera donc la richesse culturelle de la Guadeloupe, mais ça ne doit pas se faire, je dirais, à partir de rien, ça doit se faire à partir d'un lieu qui est la Guadeloupe, à partir d'une histoire, celle de la Guadeloupe, à partir aussi de sa géographie, tout en mettant celle-ci en résonance avec, bien sûr, son environnement géographique et aussi en situant celle-ci, la Guadeloupe, dans le monde, puisque nous ne sommes pas seuls. Donc, voilà ce qui me semble être essentiel d'être dit à ce moment où nous abordons justement la question de l'élaboration d'une politique culturelle, puisque, comme vous le savez, j'ai été désigné à la fin du mois de janvier. Il y a un programme, bien sûr, de campagne qui a abordé la question culturelle. Donc, j'ai quelque part quand même des balises pour pouvoir agir. Et donc, je me suis mis au travail pour penser ce projet élaboré que je vais soumettre, bien sûr, à mes collègues et au président de région et qui sera ensuite rendu public dans, je dirais, un délai relativement raisonnable. On va dire ça comme ça. Quand je vous ai posé la question, ce qui va changer n'était pas totalement anodine, parce qu'en réalité, j'ai souvent entendu des Guadeloupéens dire que la région saupoudrait un peu partout, à droite, à gauche, peut-être plus à gauche qu'à droite en tout cas, mais qu'il y avait un paquet de choses qui se faisaient, quelquefois qui étaient sans contrôle, et on lâchait des subventions, on lâchait ceci ou cela, et des manifestations qui quelquefois qui n'étaient pas pérennisées. Alors quand je posais la question, c'était à savoir, est-ce que cette fois-ci, maintenant, il va y avoir une guidance? Absolument, il va y avoir une guidance, et si je dis effectivement que vous ne voyez pas les choses de manière manichéenne et que je n'étais pas un adepte de la politique, du slogan du passé faisons table rase, en quelque sorte, qu'on le connaît bien, pour autant, il faut effectivement qu'il y ait du sens à la politique culturelle. Il faut que les gens comprennent ce qui se fait et ce qui va être proposé, et qu'ils comprennent aussi, y compris pourquoi leur projet ne peut pas être retenu, pourquoi ils ne pourront pas être éligibles aux politiques publiques mises en place, enfin la politique culturelle en l'occurrence, qu'ils le comprennent, même s'ils en sont un peu amers, mais qu'ils le comprennent. Et ce qui est important, c'est qu'un politique puisse toujours expliquer les bases sur lesquelles il agit et il décide. Donc, quand j'ai parlé effectivement de créateurs à mettre au centre du projet, quand j'ai parlé de lieu qui est la Guadeloupe, quand j'ai parlé d'environnement qui est la Caraïbe et du monde, j'ai situé un petit peu effectivement la création en disant qu'au fond, elle ne devra pas partir de rien, puisque nos imaginaires sont toujours nourris par une histoire, par un passé, par des luttes sociales, par un certain nombre de choses qui ont émaillé l'histoire de ce pays, et c'est très bien, mais sans bien sûr fonctionner par sectarisme, parce qu'il ne s'agira pas non plus pour autant de caporaliser la culture et de dire en quelque sorte que, au fond, de l'instrumentaliser comme on l'a connu dans certains régimes. On sait très bien que la culture ne sort jamais grandie et les créateurs ne sortent pas grandis davantage. Donc, et il faut laisser bien sûr au créateur sa liberté, tout en se disant qu'il faut faire en sorte que celui-ci soit quand même bien imprégné du vécu de son pays. Et c'est pourquoi, quand on parle de création, il faut aussi mettre tout ceci en résonance avec, bien sûr, la manière aussi de valoriser l'histoire du pays, à travers, bien sûr, les manuels scolaires, la manière de valoriser cette histoire du pays à travers un certain nombre de séminaires que nous pourrons organiser. Le Mémorial Acte en est d'ailleurs un théâtre tout à fait désigné pour organiser ces séminaires, et son histoire et je dirais son projet plaide dans ce sens, puisqu'effectivement il part quand même de notre histoire, ce Mémorial Acte, c'est déjà le sens de sa création. Donc effectivement valoriser notre histoire, faire en sorte aussi que nous ne soyons pas absents des grands projets de société et des grands enjeux de société. C'est-à-dire que les grands débats, les grandes questions qui viennent en débat aujourd'hui, il faut aussi que les Guadeloupéens puissent avoir accès, puissent échanger entre eux, puissent s'affronter, puissent dialoguer, puissent se contredire à travers donc un certain nombre de débats que nous aurons à suggérer ou que nous aurons à soutenir. Donc des séminaires, des colloques, des manifestations de cet ordre-là. D'accord. Jessie peut-être?
Et justement, quelle action comptez-vous mettre en place pour faciliter l'accès à la culture? Alors, faciliter l'accès à la culture, de mon point de vue, c'est plusieurs dispositifs. Il faut déjà faire en sorte que nous puissions former justement les publics, rendre la culture accessible parce que, bon, bien sûr, gratuite déjà, gratuite de par les lieux d'accès où on vient à l'information, où on vient apprendre des choses, où on vient se former à l'art, comme par exemple des conférences tout public sur la peinture, sur l'architecture, sur la musique. Tout cela, effectivement, permet donc aux citoyens de s'approprier un certain nombre de choses sans qu'il ait bien sûr à débourser quoi que ce soit. Mais même s'il a à débourser, il faut que ce soit supportable, qu'il y ait un certain nombre de dispositifs qui fassent qu'il soit à même de pouvoir donc accéder à cette culture. Et si on forme des citoyens effectivement capables donc de bien s'imprégner de la culture et de l'art, des questions artistiques, bien évidemment, c'est aussi une manière d'aider ceux qui créent dans le pays, puisque ça leur permet d'avoir des publics qui sont capables de recevoir leur art, de comprendre cet art, de pouvoir s'en pénétrer et finalement s'approprier cet art. Et cela est valable également pour toutes les disciplines artistiques. J'ai cité un certain nombre d'entre elles, mais ce n'est bien sûr pas limitatif. Alors, nous avons été interpellés la semaine dernière par le directeur de la CASA qui appelait en fait les élus à le soutenir pour pouvoir protéger sa clientèle par rapport à la violence qu'on rencontre aujourd'hui dans les établissements de nuit. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Alors, le directeur de la CASA, qui est M. David Wimeau, qui fait un travail remarquable pour justement diffuser la culture, et je profite pour saluer ce travail et aussi pour lui envoyer bien sûr toute la force qu'il faut dans le moment difficile qu'il traverse. Et c'est un jeune justement qui a pris des initiatives, des initiatives courageuses, à un moment où effectivement c'est pas forcément les gens de le faire. Eh bien, il a pris cette initiative dans un contexte où on sait un milieu, ou une zone où ça n'est pas forcément facile, notamment de nuit. La zone où est située la CASA, eh bien, il a maintenu le cap. Il a même ouvert un autre établissement qui a bien sûr orienté vers d'autres publics sur Pointe-à-Pitre. Et donc, ces initiatives-là, les décideurs publics ne peuvent pas être indifférents à ce genre d'initiative parce que, justement, il n'est pas du pouvoir de l'action publique de tout faire. Et ce n'est pas son rôle. Donc il faut aussi que les initiateurs privés qui interviennent puissent être soutenus quand cela, bien sûr, est nécessaire et quand cela est dans la limite, bien sûr, du possible. Donc, le propriétaire de la CASA, bien évidemment, nous sommes en contact avec lui et nous aurons à échanger, à continuer nos échanges quant à l'évolution, à l'avenir de la CASA. Bien sûr, on ne peut pas prendre d'engagement ferme encore, mais nous prêtons une oreille très attentive au devenir de son établissement. Aux autres aussi, parce que du coup la violence, c'est quelque chose qui va à l'encontre de la culture. Tout à fait, absolument. Parce que la culture doit, quand quelqu'un sort de son domicile pour aller vers un établissement culturel, que ce soit pour écouter de la musique, que ce soit pour apprécier une œuvre d'art plastique, que ce soit pour pouvoir participer à un débat, eh bien cette personne doit pouvoir y aller et revenir en toute sécurité et ne doit pas craindre pour sa vie, pour son intégrité physique. Donc c'est incontestable effectivement qu'il faille soutenir ce genre d'initiative privée et publique aussi bien évidemment, mais il faut donc prendre des dispositions dans les limites des compétences bien sûr du conseil régional pour que chacun puisse accéder librement aux établissements diffusant la culture. Bon, il y a eu, juste avant l'élection, la dernière élection régionale, une polémique, vous le savez, sur le mémorial, son utilisation, son prix, son coût. Alors, comment vous inscrivez par rapport à ça? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le mémorial, bon, pour aller vite, ne fermera pas? Ben, ce serait une hérésie que de
d'envisager la fermeture du Memorial Act, on a discuté beaucoup sur la pertinence de sa création ou de la pertinence de son coût. Aussi. Et du coût de fonctionnement, bien sûr, qui est induit. 6 millions, je crois, c'est ça, c'est 6 millions qui ont été inscrits. 6 millions, oui, à peu près pour le fonctionnement. Pour le maintenance, fonctionnement et la programmation artistique. Donc, annuellement. Donc, c'est vrai que ça n'est pas rien dans un budget régional aujourd'hui de 380 millions d'euros à peu près, 400 millions, ce n'est pas rien. 480 millions d'euros. Voilà, ça n'est pas rien. Mais parler de sa fermeture me semble être de toute façon une hérésie. Pourquoi? Parce que le Memorial Act, bien sûr, il existe d'une part, et il a coûté un certain prix, donc il ne s'agit pas de le faire disparaître, donc il est trop tard pour avoir des regrets de ce point de vue-là. Et indépendamment de cela, il est totalement pertinent, parce que c'est un lieu qui interroge notre histoire. C'est un lieu qui également sollicite justement les créateurs et les met en dialogue avec cette histoire. C'est un lieu aussi où on peut précisément aborder un certain nombre de grands sujets de société qui sont en lien avec cette histoire, même s'ils sont contemporains. Donc, on peut dire que quelque part, le Memorial Act participe de notre politique culturelle aujourd'hui de manière forte, et de surcroît, c'est un instrument aujourd'hui, un outil qui peut permettre aussi de faire connaître davantage la Guadeloupe dans la Caraïbe et dans le monde, et faire venir donc un certain nombre de visiteurs, de sorte que sa dimension économique est également avérée. Donc que l'on prenne les choses par rapport à l'angle strictement culturel et artistique, que l'on prenne les choses du point de vue du développement économique, le Memorial Act a tout à fait sa place aujourd'hui dans le paysage guadeloupéen. Vous avez convaincu votre président de cela? Il est convaincu, comme toute la majorité aujourd'hui. De toute façon, les critiques qui étaient formulées jadis, je vous ai dit, elles ne portaient guère que sur le coût d'investissement et le coût de fonctionnement, bien sûr, qui en était induit. Et c'est vrai que dans le contexte économique et budgétaire dégradé de la région, il est évident que ça fait mal que d'inscrire de telles sommes dans le budget quand on sait effectivement à quel point les finances sont contraintes et quand on sait quelles sont effectivement les exigences également. Mais la culture a un coût également, et il faut accepter de payer ce coût. Et ce n'est pas un commerce. Voilà. Autre question, alors là c'est une question plus précise sur le fameux Gwa Festival qui existait, qui a tourné pendant 2 ou 3 ans et qui coûtait aussi cher. Alors, est-ce que le chargé de culture, le responsable de la culture aujourd'hui de la région, peut dire si oui ou non ce Gwa Festival peut être reconduit ou devrait être reconduit, parce que tout le monde on a émis beaucoup de critiques sur son utilité au niveau des artistes guadeloupéens même, qui voyaient défiler ici des artistes internationaux, non pas qu'ils n'aient pas leur place ici, mais enfin se plaignaient de ce fait. Qu'est-ce qui va être fait de ce festival, par exemple? Alors, j'ai dit, je ne l'ai pas dit, mais je le dis maintenant, que la commission des affaires culturelles du conseil régional que je préside a eu à examiner cette question avant même justement les orientations budgétaires, oui. Et c'est normal puisqu'il fallait qu'elle donne, cette commission, un avis sur un certain nombre de grands dossiers, et celui-ci en était un. Eh bien, la commission a proposé la suspension de certain nombre d'opérations comme le Guadeloupe Festival pour faire un bilan justement de ce qu'il a apporté, voir exactement par rapport aux sommes qui étaient investies, quels sont les retours, quels sont les retours pour les musiciens guadeloupéens, pour la culture guadeloupéenne, quels sont les retours pour l'art guadeloupéen, qu'est-ce que ça apporte fondamentalement. Donc,
Bon, avant de prendre une décision définitive, on a pris une position conservatoire. Il a consisté à ne rien inscrire justement dans le budget 2016 pour ce festival, qui n'aura pas lieu donc en 2016. Et pendant le temps justement de l'année 2016, nous allons échanger entre nous, chiffres en main. Nous allons interroger aussi, bien sûr, les artistes guadeloupéens pour avoir leur avis sur le retour véritable, sur le sens de cette manifestation. Qu'est-ce que selon eux ça apporte vraiment aux artistes guadeloupéens. Et à partir de cela, donc, nous prenons une décision définitive. Cela vaut pour le Guadeloupe Festival, cela vaut aussi pour une opération comme le Festival d'Avignon, que nous avions entamé. Et le FEMI. Et aussi le FEMI. Voilà. Ce sont les trois opérations pour lesquelles nous demandons effectivement une sorte d'inventaire pour pouvoir faire effectivement le point. Oui. Sans porter de jugement de valeur, faire le point, oui. Et à partir de cela, nous prendrons une décision pour 2017. Merci pour cette première partie de l'entretien avec Georges Bouidan, en charge de la culture au Conseil régional. Il est 13h01. On prend une page de publicité. On retrouve Georges Bouidan tout de suite après la page de publicité et bien sûr le développement des titres de l'information avec Céline Rodriguez et Jessie Govindama. A tout de suite, ne débranchez pas, comme on dit. Restez connectés. Voilà, on continue donc notre entretien avec Georges Bouidan. Il est 13h07 dans ZCL. Alors, je rappelle à ceux qui nous écoutent et qui veulent, et ils sont nombreux, je le sais, à vouloir participer ou voir, se rendre au concert de Alex Catherine, c'est samedi à 20h à Riviera. Vous avez donc la possibilité, sur le Facebook du ZCL, d'intervenir. Et donc, ils savent s'ils ont gagné un peu plus tard. Et si vous avez des questions demain pour l'interview de la présidente du conseil départemental, Josette Bouel-Lancertin, il est temps aussi d'aller sur le Facebook du ZCL ou sur celui du CCN et de poster vos questions. Ces questions seront automatiquement retransmises. D'ailleurs, je le dis d'une manière générale désormais, on pourra intervenir par Facebook et bientôt par Twitter pour poser des questions. Alors, j'en reviens donc à cet entretien avec Georges Bouidan et sur la question culturelle. Je ne sais pas si j'ai une question d'abord, avant moi, non? Pas encore? Céline. C'est Céline, pas encore. Alors, on va parler un peu justement de créole. En off, je disais ça. Alors, il y a eu cet incident avec une salariée qui parlait créole dans une clinique. Bon, ça, c'est un épiphénomène. Mais sur la question du créole aujourd'hui, quelle va être l'attitude du conseil régional? Je pose une question. Il y a quelques années, le conseil, et Georges Bouidan, vous étiez là, le conseil général faisait des plénières en créole. Enfin, avant hier, il y avait beaucoup de créoles dans la plénière entre Chalus et Lurel. Maintenant, c'était tout à fait de façon ponctuelle. Mais est-ce que on peut penser que ce type de pratique chez les politiques pourrait revenir? Oui, de toute façon, le créole renvoie fondamentalement à notre culture et à notre histoire. On sait dans quel contexte le créole, bien sûr la langue créole s'est forgée, et elle est dissociablement liée à nous-mêmes et à notre être. Donc il est important que nous puissions valoriser la langue créole, la culture créole. Nous l'avons déjà enseigné effectivement donc aujourd'hui au niveau scolaire, on en a listé, et le Conseil général a lancé jadis effectivement le mois du créole, qui est de plus en plus inscrit dans le paysage aujourd'hui, et c'est une très bonne chose. Le conseil régional d'ailleurs conforte cette initiative-là et a eu l'occasion donc de renforcer, d'appuyer l'initiative du conseil général. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir de divergence sur cette question aussi fondamentale et qu'on puisse vouloir absolument faire entendre une différence à ce niveau-là, dans la mesure où ça interpelle surtout quelque chose de vous savez, Georges Bouidan, que votre prédécesseur avait lancé l'idée d'une académie créole. Je crois que le conseil de la région, conseil culturel le CCE devait travailler sur cette initiative d'une académie créole. Est-ce que c'est un projet enterré ou va-t-il être
conforté. Alors, non, il n'est pas a priori enterré, puisque comme je vous ai dit que nous n'entendons pas faire du passé table rase, mais forcément, mais il mérite largement d'être bien sûr revu, d'être étudié à fond par nous, avec nos yeux à nous, avec notre regard à nous, et voir bien si effectivement c'est pertinent ou pas. Puisque effectivement ce n'est pas les créolistes comme on dit sont divisés, sont partagés pour le moins. Ça va quand même. Bon, ça va, mais bon, on va prendre le temps de la réflexion en tout cas, pour pouvoir avoir une position ferme et une position définitive sur cette question-là. Mais de toute façon, quelle que soit la position que l'on prendra par rapport à l'académie créole, on va continuer à encourager le parler créole, le penser créole et aussi l'écriture créole. Question, Jessie. Alors, toujours dans les langues vivantes, est-ce que l'ouverture de la culture plus vers les langues étrangères, notamment vers l'anglais, fait partie d'une priorité, en tout cas pour la région, étant donné notre position dans la Caraïbe? C'est une priorité. Effectivement, d'ailleurs, le programme électoral de la liste Changer d'avenir en fait référence de manière très explicite. Il disait encourager justement la pratique des langues pratiquées dans la Caraïbe, l'anglais, l'espagnol, encourager donc la pratique de ces langues et aussi encourager la traduction des œuvres, les œuvres littéraires justement des auteurs guadeloupéens, de manière à ce qu'ils puissent pénétrer, que ces œuvres puissent pénétrer le marché bien hispanophone et anglophone de la Caraïbe. Puisque c'est vrai qu'il n'y a pas suffisamment de circulation de nos œuvres dans la Caraïbe. Aujourd'hui, nous, espace francophone et créolophone, nous sommes quand même relativement limités. À la Martinique, à Haïti, bon, ça ne va pas effectivement chercher tellement au-delà. On parle un peu créole, bien sûr, à la Dominique, à Sainte-Lucie, mais bon, il faut quand même, disons que ce n'est pas étendu à toute la population. Donc, mais pour pénétrer les marchés, vraiment, il faut effectivement développer une politique de traduction d'œuvres. Donc, c'est vrai, c'est une interprétation très pertinente. Vers les États-Unis. Absolument. D'autant que ce sera aussi une occasion pour nous de peut-être justement alimenter les étudiants en langue, en anglais, en espagnol, et surtout les enseignants aussi, de ceux qui en tout cas maîtrisent cette pratique-là. Donc c'est aussi des perspectives intéressantes pour eux. Même si la traduction est quand même un métier très spécifique et très particulier, qui demande plus que la simple maîtrise de la langue. Alors, ça permettrait de les garder justement en Guadeloupe au lieu qu'ils partent, ces traducteurs. Absolument. Alors, ça signifie qu'in fine, même si vous ne l'avez pas dit, que le congrès des écrivains est maintenu. je vois que vous connaissez bien votre dossier. Quand même. Non, alors là aussi, le congrès des écrivains, qui, bon, je serais quand même mal placé pour le fustiger. Mais là encore, il faut faire l'analyse, savoir s'il doit être maintenu sous cette forme-là. D'accord. S'il ne doit pas, justement, ne doit pas davantage mettre l'accent sur... Enfin, davantage. Tout en maintenant effectivement côté réflexion sur de grands sujets de la littérature et des réflexions de fond qui parfois ne sont pas accessibles à tous, bien évidemment, mais il faut aussi que ce soit la fête de la littérature, c'est-à-dire qu'on retrouve des auteurs guadeloupéens, des écrivains guadeloupéens qui soient présents, qui prennent du plaisir à y être et qui n'ont pas l'impression d'être un petit peu laissés pour compte. Une manifestation élitiste non plus, c'est ça. C'est-à-dire, voilà, elle ne doit pas être populiste, oui, disons, sans forcément être trop sélective, en tout cas exclusive en quelque sorte. Oui. L'une des dernières questions avant de vous quitter, c'est, vous en avez parlé un peu, il y a quelques années, il y avait eu, on va dire, une sorte d'acte de la culture guadeloupéenne. Vous avez parlé de séminaire. Alors, est-ce que ces actes de la culture qui devaient réunir, qui avaient commencé d'ailleurs à réunir tous les créateurs, parce qu'ils ont besoin ensemble de se retrouver, est-ce que ce modèle de rencontre peut être initié dans les temps à venir dans la politique culturelle du Conseil régional? À titre personnel, je crois fondamentalement aux grands échanges, aux débats, aux rencontres entre les acteurs de la culture et les institutions et les pouvoirs publics, parce que les pouvoirs publics, eh bien, ils n'ont pas tout imposé d'en haut, du haut de leur promontoire en quelque sorte.
Mais les acteurs culturels, bien évidemment, ils ne doivent pas se considérer non plus comme coupés de toute relation, devant se couper de toute relation avec les pouvoirs publics, autrement que, je dirais, une relation qui serait alimentaire, qui consisterait pour eux à demander une subvention et à obtenir cette subvention. Donc, il faut qu'il y ait ce dialogue, il faut qu'il y ait ces échanges, il faut effectivement qu'il y ait ces allées et venues, et ces échanges souvent, et même c'est souhaitable, contradictoires, ces confrontations d'idées, et je pense qu'il en sortit toujours de bonnes choses de ces confrontations d'idées. Donc, moi, personnellement, je plaiderais pour cela. Dernière question, Georges Bouidon, et on va vous laisser partir. Le législatif, ça vous parle en 2017? C'est assez éloigné de la culture, quand même. Oui, c'est très éloigné, mais enfin, c'est de la politique, vous êtes un homme politique. Mais oui, c'est vrai que je ne pourrais pas me désintéresser, bien sûr, des législatifs, puisque c'est inscrit dans le calendrier pays politique. Et tout le monde y pense maintenant. Et tout le monde y pense, mais enfin, moi, je suis surtout préoccupé par la tâche qui m'a été confiée, et croyez-moi, elle est suffisamment lourde pour que je puisse m'y consacrer à plein temps, qu'elle m'occupe à plein temps, et que ma foi, je n'ai pas le temps de penser aux législatives pour l'instant. Pour l'instant, pour l'instant. Je note le point. Un jour viendra peut-être. Et je dirais pareil pour la mairie. La mairie Pointe-à-Pitre. J'ai l'habitude de traiter qu'un dossier à la fois. D'accord. Merci d'avoir traité celui-là, en tout cas celui de la culture. Il est pratiquement 13h16. Mais on va revenir à l'information avec Jessie et Céline, parce qu'il y a des choses à développer. Merci en tout cas d'être venu avec nous. Maintenant, la place à l'info. Oui. Alors, Jessie, les agressions en prison sont maintenant un phénomène courant et sont accessibles à les nouvelles technologies de l'information. En effet, Céline, la vidéo d'un détenu maltraité a fait le buzz sur les réseaux sociaux. On y voit un jeune homme se faire maltraiter par plusieurs codétenus, lui coupant les cheveux et l'assiégeant de coups. Cette vidéo a été filmée au centre pénitentiaire de Bemao, un fait qui n'est malheureusement pas nouveau au sein de la prison. Les agressions et intimidations entre détenus sont très fréquentes. Ces vidéos serviraient apparemment de chantage auprès des familles des victimes pour obtenir le paiement des cantines. Comment les téléphones arrive-t-il en prison? Comment protéger ces victimes? Les surveillants restent impuissants face à ces actes. Reportage d'Harold Luce et Grégory Laps. Ça se fait régulièrement, il n'y a pas besoin de vidéo non plus pour ça. Ils peuvent aussi prendre le téléphone, appeler la famille et mettre la pression pour que la famille puisse ramener, par exemple, au parloir de la drogue, les téléphones, de l'argent, puisque de l'argent circule aussi au sein de la détention. Depuis quelques années, l'État a produit un article 57 qui permet aux détenus d'être plus fouillés en détention après le parloir. Ça se fait en gros, pas au bon vouloir, mais il y a une liste préparée pour cela. Et la deuxième chose, c'est que au CPB Maro, nous avons des difficultés par rapport aux projections. Les projections, donc, ils reçoivent des portables, de la drogue, des armes blanches, plein d'autres choses. Donc, les agents ramassent tous les jours plus de 15 litres de rhum, 5 à 6 kilos de drogue, des armes blanches. Et donc, ceux qu'on n'arrive pas à avoir, donc ça passe en détention. Donc ce que vous voulez nous dire, grosso modo, c'est qu'au final de compte, la prison devient un peu une espèce de passoire. Donc ils envoient des projets, ils projettent des objets par-dessus justement les câbles de sécurité. Et en plus de ça, vous n'avez pas le droit de les fouiller lorsqu'ils sont en détention. Oui, on a une fouille à faire comme ça par cellule, une fouille de cellule par jour. Mais on en a plus d'une soixantaine par quartier. C'est très difficile d'aller fouiller tout le monde, à moins que si nous avons une fouille programmée pour un quartier, là il n'y a pas de souci, mais on fouille aujourd'hui, on va enlever 50 portables, demain matin ils en ont 80, donc ça va très vite. Et puis cette information, avant de continuer le développement des titres, les parents d'élèves de l'école maternelle Arlette Salomon de Saint-Claude se sont mobilisés aujourd'hui suite à la décision du rectorat de fermer une classe au sein de cette école maternelle dès la rentrée 2016. Les parents de l'école ont donc décidé de protester et de se mobiliser donc ce matin devant l'école. Cette suppression intervient dans un contexte scolaire déjà très dégradé, avec des classes souffrant déjà de sureffectifs. Et maintenant, place à l'info économique. Jessie, le dispositif d'aide à l'embauche qui semble être une aide toute faite pour la Guadeloupe, puisqu'elle concerne en particulier les PME.
Et en effet, ce matin au WTC de Jarry, la CCI Guadeloupe conviait le public à assister à sa matinale de l'économie, une rencontre qui portait sur le dispositif Embauche PME mis en place depuis le 18 janvier par l'État. En effet, jusqu'au 31 décembre 2016, les embauches réalisées par les entreprises de moins de 250 salariés bénéficient d'une prime trimestrielle de 500 €, soit 4 000 € sur 2 ans. L'objectif de cette matinée était donc d'apporter à l'ensemble des employeurs toutes les informations nécessaires sur ce dispositif. Reportage de Charlie Dagonia. Le chômage est trop important, surtout le chômage des jeunes en ce moment. C'est un fléau qui remet en cause les fondamentaux de notre société. Et donc nous sommes mobilisés à la Chambre pour cette lutte aux côtés de la DIECT pour présenter cette aide à l'embauche qui est vraiment une aide qui permet de convaincre le chef d'entreprise qui est toujours un peu hésitant à embaucher. Il existe, comme vous le savez, la LODEOM, exonération des cotisations. Il existe le CICE, il existe le pacte et il existe aussi différentes aides à l'embauche. C'est une nouvelle aide qui a été annoncée par le président de la République le 18 janvier, met en place dans tout le territoire et c'est ciblé pour les salaires de 0 à 1,3 SMIC et pour les TPE et les PME. C'est justement ce dont a besoin les entreprises en Guadeloupe. Plus de 99% des entreprises ont moins de 250 salariés et justement cette aide-là, nouvelle, c'est pour elles. Pour celles qui embauchent, pour des contrats de CDD au-dessus de 6 mois. Et donc c'est une aide simple, rapide, efficace, pour justement 500 € par trimestre pour un SMIC. Et ce qui est important, je fais le lien avec les aides existantes, elles se cumulent avec les aides existantes. Voilà pourquoi il n'y a pas de raison. Cela commence pour les contrats qui ont été signés à partir du 18, à savoir même pour les entreprises qui ont déjà embauché et pour les salariés qui sont déjà en place, ils ne peuvent demander cette aide. C'est possible, c'est pas trop tard, il n'y a pas de raison de le faire. Et, toutes les entreprises ont jusqu'à la fin décembre 2016 pour bénéficier de cette aide. Quel que soit le secteur d'activité de l'entreprise, il ne faut pas avoir un effectif supérieur à 249 salariés. Donc on peut dire que cela concerne quasiment toutes les entreprises de Guadeloupe aujourd'hui. Donc il y a un dispositif qui est très intéressant. C'est un dispositif intéressant parce que c'est limité au salaire du SMIC multiplié par 1,3. Hein, mais si après le salaire augmente, ça ne remet pas en cause l'aide. Donc le salarié, l'employeur peut augmenter son salarié, mais ça ne remettra pas en cause l'aide. 13h23 dans le ZCL, je vous rappelle donc plus tard vous aurez la chronique juridique avec nos deux avocats comme tous les jeudis, Maître Bernier et Maître comment il s'appelle? Oui, France, tiens, son nom m'échappe. Bernier. Non, Maître Bernier et France Calvaire. France Calvaire, oui. Je pensais à une autre France. Bon, alors aujourd'hui, on reçoit deux membres d'une association Manhattan. Christiane Gann, bonjour. Bonjour. Et Elodie Galvani, bonjour. Bonjour. Alors, je vous demandais d'abord de présenter cet asso parce que moi, je ne la connaissais pas. Je sais que vous allez faire quelque chose sur les métiers d'antan. Ça va intéresser beaucoup de gens. Mais qu'est-ce que Manhattan? C'est quoi cette association qui existe depuis 7 ans? Donc, en fait, Manhattan, c'est une association loi 1901 oui. qui est de l'initiative des membres d'une même famille, hein, donc qui est partie de... La famille Manhattan? Non, la famille, enfin, Galvani, Coupé de Camartin, Manioc, en fait, une grande famille. Oui. Et en fait, on faisait déjà beaucoup d'activités ensemble. Donc, on faisait des activités sportives, on se rencontrait pour des groupes de parole ensemble. Et on s'est dit, pourquoi pas structurer en créant officiellement une association. D'accord. Donc, et c'est comme ça que Manhattan est né. Tout à fait. Et pourquoi ça s'appelle Manhattan, en fait? Donc, en fait, parmi les activités que nous avions, oui. nous regardions souvent des pièces de théâtre sur l'Afrique. Et donc, ils faisaient état des jeunes filles africaines prêtes à tout pour rejoindre l'Eldorado de Manhattan. Voilà. Et donc de là... Vous êtes déjà allé à Manhattan? Malheureusement non. Bon, on espère passer par le Bénin avant. Le Bénin d'abord. Alors, donc parlons un peu des métiers d'antan.
Alors je sais qu'il y a une sorte d'exposition qui existe à Petit Canal avec M. Boutin sur les choses d'avant, pas des métiers, mais choses d'avant. Alors quelle relation qu'il y a entre ces objets du temps longtemps, enfin comme on dit, ou d'avant, et cette exposition que vous voulez faire? Donc, c'est-à-dire que nous allons organiser une manifestation donc, sur les métiers. Donc, effectivement, il y aura également des objets puisqu'on se rapporte à tout ce qui est ancien. Donc, par exemple, on va présenter la fabrication de l'huile de carapate. Donc, les personnes pourront voir les... Vraiment, on verra vraiment comment ça se faisait? Tout à fait, du départ jusqu'à la fin, c'est-à-dire des graines de carapate, comment on moule, comment on fait sortir l'huile, vraiment toute la production complète. Et effectivement, donc les personnes pourront voir les moulins, les anciens moulins. Intéressant ça. Et quel autre métier vous avez choisi? Donc on va également présenter l'utilisation du coton, donc le cardage de coton. Voilà, donc la récolte, le cardage. Oui. Et le matelas aussi. Et le matelas en coton. Même le matelas. Voilà, comment faire le matelas en coton. Oui. Ensuite, on va également proposer l'huile de coco. Oui. Donc on va montrer l'arbre, le coco, comment on va réaliser l'huile de coco, on va montrer comment faire des cassaves, des cassaves de manioc. Oui. Il y aura également les balais en latanier. D'accord. Donc voilà. On aura aussi les nasses traditionnelles avec les marins pêcheurs. Et donc en fait tout ça pour montrer aux gens comment on peut utiliser des produits bien de chez nous et donc une matière première qu'on trouve à proximité qui coûte peu cher ou encore qui est disponible et pour avoir des produits de bonne qualité adaptés à notre environnement. Mais alors, est-ce que c'est uniquement une exposition pour montrer ou bien est-ce que c'est une impulsion que vous voulez redonner à ces métiers d'antan? Donc en fait c'est plus l'impulsion que nous voulons donner à ces métiers, d'autant que nous sommes dans un département où le taux de chômage est élevé. Oui. Et surtout que lorsqu'on écoute l'actualité en ce moment, on se rend compte que beaucoup des produits que nous achetons sont malheureusement nocifs pour nous-mêmes. Oui. Voilà. Donc revenons au naturel. Tout à fait. C'est bien ça. Et donc, cette exposition, ça vous a pris du temps pour monter ça et de retrouver tous ces objets parce que moi, dans mon enfance, je voyais encore, j'ai eu le temps de voir des matelas, comment on faisait ça, mais ça a disparu pratiquement. Justement, personne ne fait ça. Il y a très peu de personnes qui en font alors que c'est un produit de très, très bonne qualité puisqu'on sait que par rapport aux allergies, par rapport aux produits synthétiques qu'on met dans les matelas aujourd'hui, tout le monde devrait justement revenir sur les matelas en coton. Mais est-ce qu'il y a du coton? Il y a du coton et on peut aussi développer la production du coton. Bon, ça va jusque-là, c'est-à-dire que vous êtes en train de lancer vraiment des activités économiques en fait. Tout à fait, c'est justement, en fait, c'est parti aussi de là. On s'est dit qu'il y a beaucoup de chômage, on a de la terre disponible, pourquoi pas axer en fait sur les produits bio et de qualité, de bonne qualité. Donc au niveau de l'association, notre projet c'est d'avoir un espace où on va produire, on va planter du coton, des pois également. Vous voulez planter du coton? Voilà. Donc chacun déjà, on a commencé, chacun à côté de chez nous, on a... Mais vous n'habitez pas à la ville, j'imagine? Non, pas du tout. On habite à la campagne. Donc notre première démarche justement, c'est que chacun plante un de ses arbres à proximité de sa propre maison. Donc, pour le carapate, il n'y a pas de difficulté, ça pousse partout. Tout à fait. Donc on plante là les courants. Si vous connaissez le carapate? Oui, monsieur. La plante, vous connaissez la plante, c'est sûr? Oui. Céline ne connaît pas. Si, bien sûr, je mets de l'huile de carapate, mais bien sûr. Ah, vous connaissez l'huile de carapate aussi? Oui, j'en mets. Vous en mettez? Oui. Ah ben voilà, je ne savais pas. Je croyais que vous étiez d'une génération qui ne connaissait pas ces choses. Alors, je pose une question. Ça, c'est beaucoup pour les jeunes. Est-ce qu'on ferait des jouets de temps en temps? C'est-à-dire que dans l'après-midi, on propose des activités jouées aux enfants, mais nous n'avons pas fait de spécialisation Il n'y aura pas de trottinette ni de... Non, pas cette année. Pas cette année. C'est prévu, ça? Oui, c'est-à-dire qu'on fait une manifestation au mois de juillet où on va justement développer cet aspect-là. Oui, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de jouets d'enfants. Tout à fait. On a déjà fait une première édition et les enfants se sont... Alors, je vais vous poser une question, voir si vraiment vous connaissez. Avec quel jouet, enfin, quel type de poupée les filles avaient avant? Comment ça s'appelait? Est-ce que vous savez? Popota Friapple, non? Non. Non. Ah, non, vous ne savez pas? Ah, c'est des matrones. Parce que c'est des poupées en toile. Ah oui, ça s'appelait... Où on faisait même les anniversaires, les baptêmes. J'ai joué avec ça souvent. J'imagine, c'était pas encore des barreaux. Alors, cette manifestation se passe où exactement? Donc la manifestation a lieu à Beaumanoir, au Gosier. Au Gosier?
Depuis le matin? Donc ça commence à partir de 10h et ça se finira vers 18h. Alors, vous avez dit que vous souhaitez avoir de la terre pour pouvoir faire pousser du coton, par exemple. Comment vous avez procédé? Parce que c'est qu'en ce moment, au Gosier, c'est compliqué pour avoir de la terre. Hein? Non, mais nous... vous n'êtes pas applicable, non, on n'est pas applicable. On est ici d'une famille qui a déjà des terres qui a déjà de la terre. Voilà. Il n'y a pas de problème. Hein, non, pour l'instant, non. Question de Jessie, peut-être. Non, mais je voulais savoir, c'est bien sûr ouvert à tout le monde? Oui, donc on a 2 jours de manifestation. Donc le 17, donc dimanche 17, c'est une manifestation qui est ouverte à tout le monde. Donc, et c'est gratuit. Hein, des ateliers, je précise, sont des ateliers gratuits. Ce sont des ateliers, ce n'est pas seulement une exposition, c'est des ateliers. Non, ce sont des ateliers. On veut montrer aux gens le produit et comment faire. D'accord. Donc ce sont des ateliers qui sont tous gratuits. Et le lundi, donc le 18, on va travailler avec les scolaires. Oui. Mais là, effectivement, pour le lundi, c'est fermé pour des raisons de sécurité et de responsabilité. On pourra repartir avec nos petites productions. D'huile de carapace. Vous allez pouvoir acheter. On va proposer à la vente, mais il faut savoir que ce soit l'huile de coco, l'huile de carapace, le temps de la production est très, très long. Donc, vous n'aurez pas, une même personne n'aura pas sur une même journée le temps de tout faire. Donc nous, on va en amont, on va préparer donc de manière à ce que les gens voient toutes les étapes, mais on n'aura pas le temps de voir la production. Voilà, la production commencer le matin ne sera pas terminée. Par contre, nous, on viendra avec des produits à différentes étapes pour que les personnes puissent voir jusqu'à la fin de la production ce que ça donne. Et justement, pour les personnes qui n'auraient peut-être pas la possibilité de venir, est-ce que vous avez pensé à faire un petit répertoire où on peut retrouver ces artisans où ils se trouvent tous les jours? Tout à fait. Donc, sur la manifestation, sur chaque atelier, vous aurez les coordonnées des personnes, mais en général, on peut dire qu'il faudra passer par l'association, puisque ce sont des membres de l'association. Vous avez un site internet où on peut... Donc, on n'a pas de site, par contre, on a une adresse mail. Ah, une adresse mail. Voilà. Il faudra un Facebook quand même, ou même un mail. On y pense. Donc, on a une jeune de chez nous, parce qu'en fait, on essaie de tout faire en interne, et on a parce une jeune... Il faut penser au métier d'avenir, au métier d'aujourd'hui aussi. Tout à fait. Donc, on a Marie-Noréline qui s'en charge. C'est une jeune de chez nous. Alors, donc, quelle va être, j'allais dire, la suite? Alors, vous faites cette manifestation. Ça veut dire que régulièrement, vous allez voir les métiers comme ça, du temps passé, jusqu'à ce que ça redémarre? Oui, c'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est chaque année proposer d'autres métiers de manière à ce que... Vous avez combien là? 4 métiers? Donc là, cette année, on en a 6. 6 qui sont, alors, on a dit, hein, carapace. Donc, l'huile de carapace. Les matelas. Les matelas en coton. Oui. Le coco. Le coco. L'huile de coco. Et les nasses. Les nasses de pêcheurs. Oui. Les paniers en bambou. Ah, les paniers en bambou. Voilà. Et les bambou. Oui, en bambou. Ah, ça, on va te mettre ça là. Non, mais je connaissais le panier en paille. Non, là, en bambou. Ah, mais j'y sais. Et les balais de latanier. Les balais de latanier. Il y a du latanier toujours? Oui, il y en a. Et également les cassaves. Les cassaves. Ah oui, les cassaves. Moi, là où j'habite, les cassaves, on connaît quand même. Bon, ben écoutez, on est bien content d'entendre ça. Et puis, monde qui de tous côtés, viennent voir les Manhattan. À Gosier, c'est le 17 et le 18. Donc c'est dimanche 17. Et lundi 18. Lundi 18, c'est fermé puisque c'est pour les scolaires. Pour les scolaires. Voilà, mais nous invitons tout le monde. Et prochaine manifestation au mois de juillet, c'est bien ça? Donc avant, oui, on aura, au mois de juin, on aura notre marche annuelle. Oui. Donc le premier week-end. Non, c'est le matin. C'est le matin. Oui, parce que la marche annuelle, c'est le matin. Oui. Donc au mois de juillet, on aura les journées jeux avec les enfants et les adultes. Oui. Et au mois d'octobre, on aura notre traditionnelle marche nocturne au cas. Ah, il y a quand même la marche nocturne. Oui, tout à fait. Et peut-être un jour un voyage à Manhattan. En tout cas, merci mesdames d'être venues nous présenter ça. On a pris note et puis on espère vous revoir plus souvent quand vous aurez d'autres manifestations. D'accord, on le souhaite. Merci beaucoup à vous. Il est 13h33. On a pris 3 minutes de retard sur la pause pub, mais on la prend quand même. Et après, on continue le journal en attendant nos avocats pour la chronique juridique.
13h38 dans le ZCL de ce jeudi 14 avril. Tout de suite, un bref rappel des titres avec Céline. Oui. Alors au sommaire, agression et intimidation en prison sont des phénomènes récurrents. Malgré les nombreux appels à l'aide des surveillants pénitentiaires, les agents se trouvent aujourd'hui dépassés par les événements. Avec les développements des nouvelles technologies de l'information, ces agressions sont désormais visibles de tous. Aujourd'hui, la CCI des îles de Guadeloupe, en partenariat avec la DIEC, exposait aux entreprises le nouveau dispositif d'aide à l'embauche mis en place par l'État. Un dispositif qui permet d'aider les dirigeants d'entreprises à embaucher plus facilement. Et enfin, dans le cadre du décrochage scolaire, le collège de Sainte-Anne Eugène ISAP a mis en place aujourd'hui un journal écrit par des élèves de 4e et publié chaque mois. Voilà, merci donc Céline, on va développer tout de suite ou bien on va vers nos On peut développer le dernier sujet. Oui, et on continue puisque on a constaté hier avec Jessie que les élèves semblent de plus en plus être attirés par le journalisme. En effet, après l'essai radio de l'école mixte de Sainte-Rose, c'est vers l'écriture que les élèves du collège de Sainte-Anne se sont tournés. Effectivement, Céline, et c'est dans le cadre de lutter contre le décrochage scolaire. C'est l'enjeu de la semaine de la persévérance organisée du 11 au 15 avril par l'Académie de la Guadeloupe. Pour cette première édition, de nombreux établissements ont organisé des actions. Au collège Eugène ISAP de Sainte-Anne, un groupe d'élèves de 4e publie mensuellement le journal du collège Eugène. Ils ont présenté ce matin une édition spéciale sur le thème du décrochage scolaire qui sera diffusée sur l'ensemble de l'Académie. Reportage de Maxime Morel. Le projet, c'est de rendre compte de la semaine de la persévérance scolaire au sein du collège Eugène ISAP, donc à Sainte-Anne en Guadeloupe. Et nous avons une classe reporter qui est une classe à projet que nous suivons avec Madame Boustani et moi-même, donc deux professeurs du collège, le français et l'histoire-géographie. La classe travaille toute l'année sur un journal, une publication qui s'appelle Eugène Hebdo, qui est une publication numérique que nous faisons sur Calameo et qui est aussi sur l'interface de l'établissement. Les élèves ont donc été mobilisés pour une édition spéciale dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire, ont été dispatchés dans tout l'établissement, ils ont fait leur reportage, rencontré les différents ateliers qui ont été validés et financés par la MDLS, la mission de lutte contre le décrochage scolaire, qui est très active et présente au collège, puisque même si nous ne sommes pas tellement concernés par le décrochage scolaire dans notre établissement, ça concerne une population qui est assez minime, mais malgré tout, l'objectif quand même au collège est très fort dans la sensibilisation et l'attention toute particulière à apporter aux élèves qui sont en voie de décrochage, qu'on pressent fragiles, qu'on sent prêts à déraper. Donc le collège est très présent. Ça nous permet aussi d'obtenir des chiffres un peu moins forts par rapport au décrochage scolaire et une grosse mobilisation de l'ensemble de la communauté éducative avec le soutien de la direction. C'est venu assez naturellement avec Linda Boustani à la suite des événements de Charlie Hebdo. On avait créé une édition spéciale, c'est venu d'eux, on a créé le journal Innocent, donc de Eugène Hebdo. Et puis ça a commencé modestement, on avait très envie toutes les deux de continuer l'aventure. Donc nous avons poursuivi avec un projet à plus grande ampleur, une classe à laquelle on a proposé donc de prendre en charge le journal pendant une année scolaire, s'initier aux règles du journalisme, à la déontologie, écrire différemment, surtout travailler différemment. On le fait aussi beaucoup en dehors de nos horaires scolaires, mais on a réussi dans une classe très hétérogène, la 5e A, que je félicite encore, qui fait un travail extraordinaire, à mobiliser l'ensemble des élèves et faire en sorte que chaque mois, leur redonner encore et toujours la motivation et le goût de l'école par un journal différent. Oui, en espérant qu'on pourra enfin voir ce journal de nos yeux vus. On va parler, il est 13h43, on va tout de suite passer à la page chronique juridique avec nos deux avocats habituels, Maritza, bonjour. Bonjour. Et France, bonjour. Alors, on parle aujourd'hui du travail dissimulé. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre travail dissimulé et travail marron ? Ou c'est même là. C'est exactement le travail au noir, c'est exactement la même chose. Il y a plusieurs formes en tous les cas. D'abord, le travail peut être dissimulé parce que vous avez un salarié qui n'a pas été déclaré aux organismes sociaux. Ça, c'est le premier cas, celui qu'on connaît classiquement.
le travail au noir. Et on a aussi une autre possibilité, c'est que vous exercez à votre compte, mais vous n'êtes pas inscrit au registre du commerce ou au répertoire des métiers. Alors il faut savoir que le travail dissimulé est un délit pour lesquels les contrevenants vont encourir une peine de prison qui n'est pas négligeable, puisque c'est 3 ans de prison, une amende de 45 000 €. Quel que soit le travail. Oui, c'est la peine encourue, ce n'est pas la peine qui sera nécessairement prononcée. Ensuite, il faut savoir qu'il y a des sanctions extrêmement lourdes à la fois pour l'employeur et l'employé. Alors pour l'employeur, donc je vous ai dit c'est une infraction pénale, mais pour le salarié qui sera inscrit en même temps au Pôle emploi, par exemple, il peut être amené à rembourser les allocations qui lui ont été versées, alors qu'en réalité, il n'était pas sans profession. L'employeur, il y a aussi un risque. Au-delà du risque pénal, il peut être condamné en cas de rupture à verser une indemnité pour travail dissimulé forfaitaire qui est égale à 6 mois de salaire. Versé à qui? C'est 6 mois. Qui va être versé au salarié. Dès lors que le salarié sera dans l'ignorance, ou quand bien même il a été d'accord, mais dès lors qu'on est face à un travail dissimulé, le salarié peut réclamer devant le Conseil des prud'hommes cette indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Alors, je pose la question aux avocats quand même. Dans un pays où le chômage est ce qu'il est-ce que les condamnations pour travail dissimulé ou travail au noir, ou ce qu'on appelle débrouillard pas péché, sont traitées au tribunal avec la même exigence, la même sévérité? Non, même bien là. La loi, c'est la loi. Ah oui, la loi, c'est la loi. La loi implacable. Loi sexe, 7 lettres. Non, mais ceci dit, il y a un principe à la justice. Il faut tenir compte quand même, en principe, des personnalités à Mouna qui deviennent là, quand on parle au tribunal, et des passés judiciaires à Mouna, et des difficultés, des situations, disons, sociales à Mouna, économiques à Mouna. Mais ça, son but à pas pour dire qu'une infraction n'est pas constituée. Oui. C'est pour dire qu'ils commettent une infraction là, il faut que la loi pénale frappe, mais pas bien fort. On peut un coup de bâton, mais pas trop fort. Bon. Et quelles précautions doit-on prendre du coup pour éviter cette situation? Fondamentalement, l'on va où on y embauche un monde. Il faut savoir que ni des lois, quelle que soit la situation sociale là qu'on peut trouver, ni des lois. Alors, on va par exemple, on y embauche un monde, premier réflexe, si vous pas savez, c'est demander monde qu'à pour faire. À la sécurité sociale, à l'inspection du travail, vrai un avocat, vrai un côté quelconque, demander qu'à pour faire. Donc, qui j'en pour éviter de tout voir dans une situation de travail dissimulé, c'est renseigner avant. C'est aussi simple que ça. D'accord. Et qu'est-ce que signifie non-assistance à personne en danger? Alors, en réalité, là aussi, c'est un délit donc, qui va être passible de prison et d'amende. Ce qu'on vient vous reprocher lorsqu'on parle de non-assistance à personne en danger, c'est de ne pas être intervenu pour porter secours dès lors que vous aviez conscience du danger qu'encourait une personne donnée, peu importe ce danger-là, ça peut être un danger de noyade, ça peut être quelqu'un qui vient de se faire percuter sur la voie publique. Vous êtes censé intervenir dès lors que votre action ne va pas présenter de risque pour vous ou pour un tiers. Alors, on ne vous demande pas de vous comporter en héros, on va vous demander simplement c'est presque d'accomplir un geste citoyen. Si vous êtes par exemple avec un ami au-dessus d'un cratère et qu'il chute accidentellement, bien évidemment qu'on ne va pas vous demander de sauter également pour le récupérer. Simplement, vous êtes en voiture, quelqu'un vient d'être accidenté, on va vous demander, et on pourra vous poursuivre si vous n'intervenez pas, à minima de prévenir les secours. Voilà un petit peu ce qui est réprimé, c'est de ne pas intervenir. C'est aussi, il faut établir que votre action aurait pu sauver la personne en difficulté et que vous aviez conscience du danger. Voilà, les conditions sont strictes. Sauf s'il s'agit d'un suicide d'ailleurs. Alors, tout dépend. Comme je vous disais, quelqu'un a déjà chuté. On ne va pas vous demander de chuter pour le récupérer, mais peut-être d'appeler les secours. Oui, d'accord. Alors, oui, donc on ne doit pas se mettre en danger en fait pour porter assistance. On porte assistance dans la mesure où l'assistance portée ne va pas nous mettre nous en danger, ni mettre un tiers en danger. Je crois que en toute chose, il faut raison garder et ça n'aurait pas de sens finalement de pousser les gens eux-mêmes au suicide. Alors, on revient à la notion de travail, et là c'est pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, au travail dissimulé.
quelle démarche on doit effectuer quand on veut, d'une manière générale, embaucher. Ouais. Là, on va ouvrir embaucher un monde, on y débute en fait. Avant que vous embauchez. Si par exemple, vous voulez embaucher un monde pour le 28 avril, nous le 20 avril, alors il faut que la sécurité sociale prend un formulaire. Des formulaires spéciaux, ça passe ensuite pour prendre ça par internet, bon, peut-être, mais enfin, au cas de sécurité sociale, pour prendre un formulaire, pour faire ça, quoi qu'il y ait en déclaration préalable d'embauche. Si un formulaire par conséquent au cas rempli, il y a un certain nombre d'informations qu'il y a rempli. Il faut faire ça dans le délai là. Nous disons si nous le 20 avril et nous voulons embaucher au monde le 28 avril, nous avons 8 jours, la loi a dit, pour nous faire des marches là. Ça. Vous pouvez voir ça par lettre recommandée, là où récupérer, par lettre recommandée, par télécopie, par la voie électronique, enfin, un certain nombre de moyens modernes comme ça, vous pouvez voir par l'organisme social. Et dans le même délai là, ça, on est en deuxième démarche pour faire, c'est quoi que la déclaration unique d'embauche. Là aussi, c'est un formulaire qui est au cas rempli, et que vous voyez, et tout ça doit être fait avant et fait à contrat là. Dans exemple nous, avant le 28 avril. Là, pour faire ça, en conformité avec la loi, on va avoir un problème. Mais si vous pas fait, oui. Alors, pendant ce temps-là, parce que nous, gens qui téléphonent moi, ils disent moi, des autres, est-ce que, d'ailleurs, moi, déjà parlé de ça, si on va tromper moi, est-ce que nous payons ou venons assis la question d'accident du travail? Tout à fait, bien sûr. Problème qui nie assis question à ça. Alors, donc, si vous avez dans une prochaine émission, poser question accident de travail, assis lieu à travail là, et on a dit moi assis trajet de travail là, parce que son monde qui est victime obtient comme ça, il y a un petit problème. Bon, voilà. Nous pouvons faire ça la semaine prochaine. Semaine prochaine, nous pouvons traiter ça. Voilà. 13h50, Jessie sourit, parce qu'elle a une brève souriante. Alors, je ne sais pas si tout le monde va sourire, mais enfin, c'est le code de la route, oui. Donc, qui a été complété officiellement hier pour sanctionner la pratique illégale du surtintage des vitres avant. À compter donc du 1er janvier 2017, les personnes ayant procédé au surtintage des vitres avant s'exposeront à une amende de 135 € et un retrait de 3 points sur leur permis de conduire. Le taux de transparence des vitres, on le rappelle, donc des vitres avant, doit respecter un taux minimal de 70%. Seul le surtintage des vitres arrière et lunettes arrière reste autorisé à condition que le véhicule soit équipé de 2 rétroviseurs extérieurs. C'est-à-dire les deux côtés, on peut plus teinter non plus. Non. C'est uniquement à l'arrière. Exactement. Ouais. Est-ce qu'ils ont tenu compte du soleil? Je ne sais pas. Autre information? C'est tout. Et alors, dernière nouvelle, c'est la Cour d'appel de Paris qui a confirmé ce matin la condamnation de Dieudonné à 22 500 € pour provocation à la haine raciale, notamment en raison de propos visant le journaliste Patrick Cohen qui avait déclenché donc le processus d'interdiction de son spectacle début 2014. Patrick Cohen, c'est journaliste France Inter qui présente la matinale le matin de 7h à 9h, et je crois que Dieudonné l'avait traité de juif ou quelque chose comme ça. Similaire. Bon, voilà. Bien, écoutez, on a fait le tour. L'information principale, qu'est-ce qu'on va retenir aujourd'hui? C'est ce qui s'est passé à la prison? Oui, on a été particulièrement, je pense, touchés par cette vidéo qui passait sur les réseaux sociaux. Donc voilà, on sent vraiment que les surveillants, du coup, sont dépassés. Alors, autre chose, avec M. Bridan, on a appris au moins 2 informations. C'est que, visiblement, le FMI prendra du gaz, si je peux parler comme ça. Cette manifestation risque de ne pas se reproduire en 2017, en tout cas pas soutenue par la région. Et idem pour le Gwa Festival de musique qui était initié à l'époque sous l'autre gouvernance, sera aussi revu à la baisse. Et en tout cas, il n'y aura pas d'édition de Gwa Festival cette année. Et M. Bridan a confirmé que le nouveau président de la région, avec qui il en avait souvent discuté, sera toujours favorable au maintien du Memorial Act, même si ça coûte 6 millions pour pouvoir payer la maintenance et la programmation. Voilà
C'est avec ces deux informations qu'on termine. Alors je rappelle, si vous ne le saviez pas, que vous pouvez gagner, comme Jessie et Céline, un ticket pour aller voir, une invitation pour aller voir Alex Catherine, c'est le 16, et pour ça vous faites le ZCL Facebook. Sinon, demain, on se retrouve avec la présidente du conseil départemental, Josette Bourrel-Lancertin, qui sera notre invitée et pour laquelle vous pouvez encore poser des questions directement sur le Facebook de ZCL. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bon appétit si vous êtes encore à table, il est 13h53. Réalisation cité Yann. Et demain, on se retrouve dans le même format. Salut!